We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris. This morning's terrorist attack in Tel Aviv is driven by the same hatred that has motivated similar such attacks in Paris, in Brussels, and across the world. عملية تل أبيب الوقورية هي رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. أنا أولويتي قضاء على أدوات إسرائيل في سوريا. He can't link arms with world leaders in Paris to condemn terrorism when he links arms with Hamas back at home. הטרור הזה תוקף את מדינת ישראל מאז הקמתה, ועכשיו הוא תוקף את העולם כולו, והגיע הזמן שהעולם כולו ילחם בטרור הזה כפי שמדינת ישראל נלחמת. Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité. Donc voici tout de suite le programme. Je voulais être un djihadiste comme en Europe. Voici les propos du terroriste palestinien de 23 ans originaire de Toul-Karem qui a poignardé hier 13 personnes à Tel Aviv. Y a-t-il une émulation de ces djihadistes qui dépassent les frontières? Doit-on voir dans cet acte en Israël une répercussion de l'absence de négociations avec les Palestiniens? Et quid du front nord? On pose la question à nos invités. La planète économique et politique s'est réunie à Davos jusqu'à ce samedi pour le Forum économique mondial avec un objectif ambitieux comme chaque année, améliorer l'état du monde. Tout un programme qu'on analyse dans cette édition. Et puis 30 000 jeunes de 31 pays différents, c'est l'étendue d'une enquête mondiale qui a été menée dans le but de comprendre l'état des connaissances historiques de la première génération du 21e siècle. C'est Betsabé Salem qui viendra nous en parler. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans cette édition, notamment avec Avi Primor qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Avi, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maurice Fergan, vous êtes également avec nous ce matin. Bonjour. Nathalie. Alors on va tout de suite passer à la revue de presse du Moyen-Orient et on commence avec le Yediot Ahronot qui revient sur cette invitation de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. Effectivement, c'est la une du quotidien, c'est la nouvelle et la polémique du jour. En Israël, Benjamin Netanyahou a été invité par le Congrès des États-Unis. Le chef du gouvernement israélien prononcera donc un discours devant les parlementaires américains le 11 février prochain. Vous avez fait le calcul, Nathalie, c'est 35 jours à peine avant les élections en Israël et ce délai provoque beaucoup de polémiques. Alors, on dit que c'est la volonté des républicains de donner un coup de pouce à la campagne de Netanyahou, c'est ce qu'affirme le quotidien, mais aussi, souligne Yediot Ahronot, il s'agit d'aider les républicains à obtenir une intensification des sanctions contre l'Iran et ils ont donc demandé à Benjamin Netanyahou d'aller les aider au Congrès. Alors selon Yediot Ahronot, la Maison-Blanche n'a pas été impliquée dans cette démarche et Obama n'apprécie pas du tout que Netanyahou se soit fait inviter devant le Congrès. Le quotidien souligne aussi la réaction de John Kerry. Netanyahou est toujours le bienvenu, mais généralement, a-t-il dit, c'est la Maison-Blanche qui invite. Oui, c'est ça. Il a tenté de modérer un petit peu ses propos. En revanche, est-ce qu'on peut déjà parler de début de brouille entre les États-Unis et Israël, début de brouille diplomatique en tout cas? Début? Pourquoi début? Dans ce contexte-là, en tout cas, oui. Longtemps déjà. Dans ce contexte, avec cette invitation du Congrès. Nous savons très bien que les relations entre Obama et Netanyahou sont au plus mal, au plus mauvais, c'est pas nouveau. Netanyahou est intervenu dans les élections aux États-Unis pour soutenir les concurrents de Netanyahou, de Obama. Il est en lien avec Sheldon Adelson qui finance un journal en Israël qui n'a d'autre but que de soutenir Netanyahou et qui a mis 150 millions de dollars pour faire abattre Obama et Netanyahou l'a soutenu tout à fait ouvertement. Enfin, ça peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. Évidemment, cette invitation à Washington maintenant, ça se trouve dans le cadre. C'est pas seulement pour soutenir Netanyahou dans les élections. Ce
qui est évident, que les républicains veulent avoir Netanyahou. Mais c'est aussi dans le cadre de la lutte entre les républicains et Obama, et Netanyahou se place du côté républicain de la manière la plus voyante. Voilà, qui se trouve au milieu. On continue avec l'actualité israélienne, cette fois intramuros si j'ose dire, et l'Israël Hayom dont vous parliez à demi-mot il y a quelques instants, qui revient sur les héros d'hier. Oui. Israël Hayom met à la une les héros du jour à Tel Aviv. Alors il s'agit de Herzl Bitton, 55 ans, le chauffeur d'autobus qui a tenté de stopper le terrorisme et grièvement blessé a eu tout de même la présence d'esprit d'ouvrir les portes de son véhicule pour permettre aux passagers de s'échapper. Il y a aussi les membres de l'unité Narshon de l'administration pénitentiaire qui, en mission dans les parages, ont immédiatement réagi et neutralisé le terroriste. Et enfin, le jeune Liel Souissa, 14 ans, qui a eu le courage de lancer son cartable à la tête du terroriste pour briser une vitre et s'enfuir. Vous voyez, Yoav Limor, dans le quotidien, constate qu'il est impossible de stopper ce qu'il appelle un loup solitaire. Mais comment, demande-t-il, le pays champion de la lutte antiterroriste n'a-t-il pas les moyens d'empêcher un terroriste palestinien d'entrer illégalement en Israël armé d'un couteau? Alors voilà, on verra que c'est un peu plus délicat que ça, on en reparlera dans quelques instants. Le journal Haaretz qui se concentre, lui, sur cette attaque en début de semaine au Hezbollah, contre le Hezbollah, l'attaque contre un général iranien qui n'était pas une erreur. Oui, voilà, c'est la troisième information qui fait la une en Israël, bien qu'Israël n'ait pas revendiqué l'attaque contre un convoi du Hezbollah ce dimanche sur le Golan syrien. Amos Barel, dans Haaretz, affirme que ceux qui ont lancé l'attaque ne pouvaient pas ne pas être au courant de la présence d'un général iranien dans le convoi. Et ce, contrairement à la déclaration d'un responsable sécuritaire israélien qui, sous couvert d'anonymat, a déclaré à l'agence de presse Reuters que finalement, c'était pas le général iranien qui ait été visé. Sincèrement, j'ai pas vraiment compris quels étaient les arguments de Barel dans Haaretz, mais il souligne les deux conclusions qu'elles sont parvenues les services de renseignement israéliens. 1. Le Hezbollah et l'Iran ont effectivement l'intention de riposter. 2. Comment le faire, se demande-t-il, sans s'engager dans un conflit régional? Un grand soupir à Vie Primor. Oui, parce que d'un côté, nous n'admettons pas les dires des médias étrangers que c'était nous qui avons attaqué en Syrie, c'est pas nous qui avons attaqué, nous n'en savons rien. Mais en même temps, nous affirmons que l'assassinat du général iranien, c'était par erreur. Alors, si nous n'avons pas attaqué, comment avons-nous commis erreur? C'est simple. Et voilà, c'est la question qui fait sourire. Allez, on revient au Daily Star libanais qui parle, lui, d'un vent de panique au nord d'Israël. On va y revenir plus en détail tout à l'heure. Maintenant, on se penche sur la presse régionale, la presse arabe. Le Daily Star libanais affirme qu'un vent de panique souffle sur les localités du nord d'Israël dans la crainte de représailles du Hezbollah. Alors, les responsables israéliens sont sur les nerfs, affirme le quotidien. Pour preuve, selon le Daily Star, hier soir, les forces de sécurité israéliennes ont été placées en état d'alerte dans le nord du pays. Des rumeurs de snipers infiltrés du Liban avaient couru. L'ordre avait été donné aux résidents de la frontière nord de se cloîtrer chez eux. Tentative d'infiltration sur la frontière nord qui s'est avérée sans fondement. Alors le Daily Star, bien entendu, n'était pas du côté israélien de la frontière, mais cite des habitants des localités du nord interviewés par MTV qui se plaignent du fait que l'armée les a fait boucler dans leur localité et les prépare à une situation d'urgence. Et le Iran Daily qui a une autre version un peu plus menaçante, celle-là. Oui, alors là, le Iran Daily, ce quotidien iranien, titre sur une déclaration de Rafsanjani. Alors, celui-ci a déclaré « Il n'y a pas de lieu sûr pour les sionistes dans les territoires occupé. » Donc l'ayatollah Rafsanjani a tenu ses propos. Je vous rappelle qu'il est président du Conseil d'État iranien lors d'une rencontre à Téhéran avec Ahmed Jibril, le chef du Front populaire de libération de la Palestine. Alors qu'on évoque le sourire du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et la bonne volonté de l'Iran dans les discussions avec l'Iran, on a des déclarations pareilles. Celui qui fut président iranien et préside aujourd'hui donc aux législations d'urgence de la République islamique a ajouté « L'annihilation historique d'Israël a été lancée », a-t-il dit, en soulignant ce qu'il nomme les 3 dernières guerres dans
les territoires. Ah oui, parce que la véritable question, c'est pas forcément est-ce que le Hezbollah va frapper, mais c'est quand et comment. C'est plutôt ce qui inquiète les Israéliens. Allez, à l'Arabie, on va terminer avec ce journal. C'est toujours cette offensive palestinienne auprès des Nations Unies. Et donc, j'ai lu un texte de Saïd Arikat, c'est pas le négociateur palestinien, c'est en vérité le correspondant à Washington du quotidien Al-Quds qui écrit que malgré l'indignation des États-Unis, l'enquête préliminaire menée par la Cour pénale internationale va aller de l'avant. 2 arguments avance-t-il pour calmer la colère de l'Amérique. 1. Les États-Unis ne sont pas eux-mêmes pas membres de la Cour pénale internationale. Et 2. La Palestine a obtenu en 2012 le statut d'État observateur et donc ils doivent être considérés comme un État pour leur adhésion au statut de Rome. Mais les Palestiniens, écrit-il, ont une autre carte dans leur manche. Avant d'arriver à la Cour pénale internationale, ils espèrent déposer une nouvelle résolution, un nouveau projet de résolution au Conseil de sécurité dans une constellation beaucoup plus favorable. Et voilà, ce sera donc à suivre. Merci beaucoup Maurice pour cette revue de la presse. On va à présent se tourner vers Maxime Pérez. Bonjour Maxime. Vous avez passé une partie de la nuit à la frontière nord. On sait qu'hier, la soirée a été particulièrement tendue pour les habitants qui ont dû, et Maurice nous l'a rappelé, se cloîtrer chez eux pendant plusieurs heures. Quelle est la situation? Que sait-on exactement? Oui, il y a toujours cet état d'alerte en vigueur, cette vigilance même extrême qui provoque parfois un peu de nervosité dans la région, en particulier dans ces localités israéliennes qui font littéralement face au Liban. Et hier soir, en effet, dans la région qu'on appelle le Doigt de Galilée, à l'extrême nord d'Israël, des habitants ont cru voir des silhouettes suspectes s'approcher de la clôture de sécurité du kibbutz. Ils ont immédiatement alerté l'armée qui, par précaution, a demandé aux habitants de rester cloîtrés chez eux jusqu'à nouvel ordre. D'importants renforts de troupes sont alors arrivés. Plusieurs axes routiers ont été fermés par crainte d'une infiltration terroriste. Mais après quelques minutes, les fouilles dans le secteur n'ont rien donné. Aucune charge explosive n'a non plus été retrouvée dans la zone. Elle aurait pu servir par exemple à une embuscade. L'alerte a donc été rapidement levée, mais il n'est pas exclu. Il n'est pas à exclure que le Hezbollah ait cherché tout simplement à tester la rapidité de réaction de l'armée israélienne. Alors on le sait, l'armée, et vous l'avez dit, est sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'elle craint très exactement? Écoutez, le Hezbollah est puissamment armé avec des combattants aguerris formés pour ce qui est de ses meilleures unités par les gardiens de la révolution iranienne. Donc cette organisation dispose d'un large éventail d'options militaires qui passent par des opérations commando ou des embuscades le long de la frontière israélienne, voire même à l'intérieur de Kibbutz en Galilée. Je vous rappelle qu'à certains endroits, il y a à peine quelques dizaines de mètres qui séparent des maisons libanaises et israéliennes. Il y a bien sûr la redoutable menace des roquettes du Hezbollah. On parle de 100 000 projectiles aux mains de l'organisation chiite. Vous remarquerez que 4 jours après l'attaque qui a littéralement décimé son commandement militaire sur le Golan, le Hezbollah n'a pas ouvertement brandi cette menace. Cela veut dire aussi que le Hezbollah sait à quoi il s'expose en retour, sait à quoi aussi il expose le Liban en retour. Voilà pourquoi, côté israélien, on n'exclut pas que les représailles arrivent plutôt du territoire syrien, voire même à l'étranger, loin du territoire israélien et du dispositif de sécurité qui est mis en place depuis quelques jours. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ces explications et ce front nord donc on suivra attentivement. Tension sécuritaire également dans le centre du pays avec Tel Aviv qui a renoué hier avec le terrorisme. On fait le point en images. D'importantes forces de police et des dizaines d'ambulances, Tel Aviv renoue à nouveau avec le terrorisme. Cela s'est passé à 7h30 ce mercredi matin. Un Palestinien de 23 ans, originaire de Toul-Karem, au nord de la Cisjordanie, monte dans un bus et quelques arrêts plus tard, poignarde un à un le chauffeur et les passagers. Nous avons constaté sur place des blessures au torse, dans le dos, au cou et aussi dans les bras et les jambes. C'était un événement assez grave. Les gens m'ont raconté que le terroriste avait commencé à poignarder tout le monde dans le bus et certains ont réussi à prendre la fuite. Le terroriste entame alors une cavale de 500 mètres et poignarde toutes les personnes sur sa route. Il est alors pris en chasse par ses gardes pénitentiaires qui se trouvaient par hasard sur place. Une course-poursuite qui a duré quelques minutes avant que ce dernier ne soit neutralisé par des tirs en direction des jambes. Les gens ont crié « terroriste, terroriste ». J'ai demandé à mon équipe de se disperser et de lui courir après. Moi, je l'ai contourné par sa droite. Au cours de sa fuite, il a eu le temps de poignarder une femme. Nous avons réalisé des tirs de sommation avant de tirer en direction des jambes pour neutraliser le terroriste. Nous n'avons pas eu peur.
Au-delà de notre mission de garder des prisonniers, nous devons protéger les civils israéliens et éviter que des méfaits comme celui-ci n'interviennent. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce Palestinien serait en situation irrégulière, comme 80% des ouvriers palestiniens qui pénètrent chaque matin à Tel Aviv et sa région. Il a déclaré avoir été influencé par la récente opération Bordure Protectrice et les récents heurts autour du mont du Temple pour justifier son acte. Voilà, donc venger l'opération israélienne à Gaza de cet été, concrètement, avis Primor, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les empêcher, ces attentats? Non, on ne peut pas, parce que ce sont des individus qui s'infiltrent. Ils ne sont pas envoyés par une organisation, ce n'est pas une action coordonnée, c'est quelqu'un qui par colère, par rage, peut-être par blessure au fond de son cœur ou quoi, et dans sa dignité, il décide de faire quelque chose, il est prêt de mourir pour ça. Comment voulez-vous l'empêcher? Vous parlez de colère, de rage. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une certaine émulation quand on voit ce terroriste qui dit « je voulais être comme un djihadiste, comme ce qu'ils ont fait en Europe ». Est-ce qu'il y a une émulation des djihadistes? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une motivation locale. Enfin, je ne connais pas le type qui a fait ça hier. On n'a pas encore interrogé vraiment. On le saura. On en saura peut-être davantage. Mais pour le moment, l'impression que les services de sécurité israéliens ont, c'est que c'est un type qui a agi par lui-même, parce qu'il était en rage, parce qu'il était blessé dans sa dignité, ou cherchait vengeance pour sa famille ou quoi que ce soit. Alors, il y a des milliers des Palestiniens qui se trouvent en Israël d'une manière non réglementée, c'est-à-dire ils ne sont pas légaux en Israël, mais on les laisse en fait enfermer un œil, on les laisse venir parce qu'on a besoin d'eux pour le travail. Alors, parmi eux, il s'infiltre parfois des gens comme lui, alors que la plupart sont des gens qui sont souhaités d'être en Israël. Comment voulez-vous trouver dans la masse des milliers de travailleurs qui s'infiltrent, qui ne sont pas contrôlés, un qui est motivé par la rage et qui décide de Est-ce qu'on se peut venger considérer que c'est aussi une des conséquences de l'absence de négociations entre Israéliens et Palestiniens? Sûrement, parce que quand il y a des négociations, l'ambiance en général se calme dans les territoires occupés. Et les gens, même ceux qui ne croient pas à la paix, même ceux qui ne veulent pas la paix, ne souhaitent pas la paix, ils attendent. Parce qu'ils savent que le moment n'est pas venu dans l'ambiance en Palestine, dans l'atmosphère parmi les Palestiniens, de faire ce genre d'actes. Quand la situation va mal, quand les Palestiniens sont sans espoir, frustrés, sans espoir, à ce moment-là, on applaudit ce genre d'acte. Et alors, ils sont encouragés. Alors justement, on parlera de la réaction du Hamas, de l'autorité palestinienne, ou de l'absence de réaction de l'autorité palestinienne. Et pour l'heure, je voudrais qu'on rende un hommage finalement à ce héros dont vous parliez, ce petit Liel qui était hier sur le chemin de l'école quand il a pris cette ligne 40 d'autobus. Je vous propose d'écouter son témoignage. Cris, panique, confusion, les passagers du bus 40 témoignent de ces instants de violence. Parmi eux, Liel Souissa, un collégien de 14 ans de Batiam. Il se rend à son école comme tous les matins quand le terroriste monte dans le bus. Je me suis retournée et j'ai vu le chauffeur se faire poignarder. Alors j'ai couru vers le fond du bus pour lui échapper avec les autres passagers. J'ai jeté mon sac sur lui pour qu'il ne s'approche pas. Mais le terroriste repart à la charge et tente d'atteindre à nouveau les passagers massés dans le fond du véhicule. Et alors il s'est approché, comme je l'ai dit. Le chauffeur a mis un coup de frein, j'ai cassé la vitre et on est sorti. Le cartable jeté et le coup de frein du chauffeur font tomber le terroriste, ce qui laisse le temps à Liel et aux autres passagers de s'extirper du véhicule. Mais le terroriste n'abandonne pas. Après, quand on est sorti, le terroriste nous a poursuivis, avec son couteau toujours à la main. Alors je me suis réfugiée derrière le bus, enfin derrière les véhicules, et puis je suis retournée en arrière, et les gardes d'à côté ont commencé à le poursuivre. Liel s'en sort à bon compte, il est légèrement blessé au coude, témoignage de son action. Selon les personnes présentes, il a fait preuve de sang-froid, ce qui lui a certainement sauvé la vie.
Alors, réaction à cet attentat. Ali Waked, bonjour, spécialiste du monde arabe, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Le Hamas qui se félicite de cet attentat parle même d'actes héroïques. De notre côté, l'autorité palestinienne qui ne réagit pas. Qui ne réagit pas, mais sur le plan individuel, on a entendu hier des divers dirigeants de l'autorité palestinienne condamner cette attaque. Aussi sur cette chaîne, on les a eu, ces dirigeants palestiniens, mais l'autorité palestinienne n'a pas publié une déclaration officielle. Chose que je ne comprends pas vraiment, Nathalie, parce que les photos qu'on a vues hier, l'attaque et la cruauté de cette attaque ne laissent pas d'analyse pourquoi l'autorité palestinienne n'a pas condamné. Mais l'autorité palestinienne s'est satisfaite hier du fait que dans la communauté internationale, il n'y avait pas vraiment des clients pour la marchandise qu'a essayé de vendre le Premier ministre, M. Netanyahou, qui a essayé de connecter entre l'autorité palestinienne et entre cette attaque, entre ce qu'il appelait l'incitation à la haine au sein de l'autorité palestinienne, parce que les faits sont les suivants. La coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne est à son apogée, malgré les menaces de l'autorité palestinienne à la fin de la dernière guerre à la bande de Gaza de suspendre ou d'arrêter cette coopération sécuritaire. Elle est à son meilleur état, ça c'est un. L'autorité palestinienne continue à informer les services sécuritaires en Israël si jamais il y a des personnes soupçonnées de vouloir commettre ce genre d'attaque, et vice-versa, les Israéliens, quand ils veulent arrêter et ne peuvent pas, passent l'information à l'autorité palestinienne, ça c'est un. Mais deux, l'autorité palestinienne est en train de prendre des mesures pour arrêter ce phénomène qui devient plus large qu'un simple phénomène, les loups solitaires qui agissent, parce que plusieurs loups solitaires, ça devient quelque chose de grave et qui peut empoisonner la campagne de l'autorité palestinienne dans la communauté internationale, surtout au sein du Conseil de la sécurité. Et desservir finalement l'autorité palestinienne. Alors une information avant de clore cette partie d'interview en ce qui concerne cet attentat d'hier. Manifestement, le chauffeur d'autobus, et c'est un communiqué qui vient de nous parvenir de l'hôpital, le chauffeur d'autobus Herzl Biton serait sorti de son danger de mort, en tout cas du pronostic vital qui était engagé depuis hier. Voilà pour les dernières nouvelles. Terrorisme toujours, on continue à en parler, mais terrorisme international cette fois, avec la coalition internationale qui se réunit aujourd'hui à Londres pour discuter du bilan finalement de la lutte contre l'État islamique, faire le point sur les avancées en Irak, en Syrie. Avis Primor, on parle d'avancées ? Oui, bien sûr, parce que tout le monde y a intérêt, tout le monde souhaite avancer. Mais l'avance qui sera accomplie ne sera pas accomplie dans les congrès des ministres des Affaires étrangères. Là, on signale la volonté d'une coopération internationale. Ce qu'il faut vraiment, c'est une coopération beaucoup plus profonde et beaucoup plus serrée entre les services de sécurité, entre les services secrets de tous ces pays d'Occident, et pas seulement d'Occident. Il faut qu'ils coordonnent leur travail, qu'ils coordonnent leur action. Alors, qu'est-ce qui se dit justement, vous qui êtes un habitué des couloirs diplomatiques, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de Londres là? Qu'est-ce qui va se dire aujourd'hui entre tous ces ministres, entre tous ces représentants de la coalition internationale? Ils vont d'abord coordonner leur volonté politique et ils vont lancer un signal politique qu'il y a une volonté de coordination et de coopération beaucoup plus profonde, plus efficace entre les services de sécurité. Mais finalement, c'est les services secrets qui vont faire le travail. C'est eux qui doivent coordonner leur travail, c'est eux qui doivent unir leur travail, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Même pas sous la houlette des Américains lorsqu'on combattait en Afghanistan ou en Irak ou ailleurs. Alors, maintenant, il y a un autre état d'esprit. Ça, c'est vrai que les chances d'une coordination efficace, enfin, sont là, sont réunies. Mais n'oublions pas, la guerre contre le terrorisme, même la guerre la plus efficace possible, la mieux coordonnée possible, ne va pas vraiment résoudre le problème. Ça va aider à résoudre le problème. Mais le fond du problème est un fond politique, est un fond social, est un fond psychologique, et il faudrait enfin s'occuper de cela aussi. Ali, est-ce que la coalition se donne les moyens finalement de lutter, d'éradiquer Daesh ?
Non, sur le plan technique militaire, on voit vraiment des progrès très limités, si on peut parler des progrès, parce que de temps en temps, l'État islamique arrive aussi à conquérir d'autres localités, et en Syrie, et en Irak, et à la frontière avec la Turquie. Et je suis totalement d'accord. Pour sécher l'entourage qui soutient et qui encourage les jeunes à se mobiliser pour se battre dans les rangs de Daesh, il faut une action beaucoup plus large. Et cette action signifie que certains des régimes alliés avec les États-Unis doivent être posés les questions sur leur aide, sur leur système d'éducation, sur, vous savez, le Front al-Nusra qui se bat en Syrie, c'est le plus grand allié peut-être de l'Arabie Saoudite maintenant dans la région, qui se bat au service de l'Arabie Saoudite contre le régime de Bachar Assad, alors que l'Arabie Saoudite fait partie de cette fameuse coalition internationale anti-djihadisme. On ne peut pas nettoyer la table de ce problème que s'appelle l'État islamique. Il y a beaucoup d'intérêts privés. Est-ce que cette coalition, finalement, elle n'est pas trop large pour être efficace? Non, elle n'est pas trop large. Au contraire, elle n'est même pas assez large, à mon avis. Mais je voudrais quand même vous donner un exemple précis pour vous montrer la complexité du problème. Il y a la Jordanie. La Jordanie se trouve en bordure de Daesh, parce que Daesh se trouve en Syrie, Daesh se trouve en Irak, donc à la frontière jordanienne. Et il faudrait craindre une guerre contre la Jordanie de la part de Daesh. Mais la Jordanie ne le craint pas vraiment, parce qu'elle a une bonne armée, une armée efficace, et de surcroît, la Jordanie sait qu'elle est protégée dans son arrière par Israël, qu'Israël ne permettrait pas une invasion de Daesh en Jordanie. Mais là où les Jordaniens se font vraiment les soucis, et à juste titre, c'est dans l'évolution de l'opinion publique à l'intérieur de la Jordanie. En faveur de Daesh. En faveur de Daesh, c'est ça le vrai danger. La Jordanie, Nathalie, est une terre très fertile pour les éléments djihadistes. Il suffit de se balader à Amman ou à Zarqa ou à Irbet pour voir, ils sont là. Ils sont dans les rues, ils sont pas seulement dans les mosquées, ils sont dans les magasins, partout. Il suffit que quelque chose, qu'un incident fait éclater ce phénomène pour voir le djihadisme, non pas seulement sur le plan spirituel et populaire en Jordanie, mais aussi sur le plan militaire. Et la Jordanie figure sur la liste des priorités de l'État islamique. Alors on parle de la Jordanie à vie privée, mais on parle aussi du continent européen, de l'Occident de façon générale. Cette guerre, elle se passe aussi en Occident. Oui. Et c'est pour ça que les services secrets doivent coordonner leur travail et leurs services d'information. Et ils sont en train de le faire maintenant, enfin, avec beaucoup de retard. Mais en même temps, ils ne vont pas résoudre le problème parce qu'il y a un problème social. Prenez les banlieues de Paris. C'est un problème qu'on a négligé pendant des dizaines d'années. C'est devenu une plaie ouverte. Et tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, l'intégration des musulmans en France, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les tuer. Ils sont là, ils resteront là, donc il faut les intégrer. Et tant qu'on ne les intègre pas, il y aura toujours des Daesh, il y aura toujours des extrémistes qui vont trouver des poissons à pêcher. Voilà, un bilan un peu sombre, mais réaliste en tout cas pour ce début de matinée. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau avec nous. Dans quelques instants, on s'intéressera à la planète économique et politique qui est réunie à Davos jusqu'à ce samedi pour le Forum économique mondial avec un objectif particulièrement ambitieux, comme chaque année, améliorer l'état du monde. C'est à suivre après un nouveau journal. Il est présenté par Julien Baloul. Sur le plateau du Morning sur i24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Direction à présent le Forum économique mondial de Davos, le 45e du nom. 2500 participants dans la station suisse de sport d'hiver, leaders politiques, économiques, qui vont donc échanger jusqu'à samedi autour du nouveau contexte mondial. C'est le thème retenu pour cette année, nouveau contexte, avec entre autres la baisse des prix du pétrole et les inégalités, les disparités sur la scène internationale également. On va en reparler avec vous, Michael Gabé, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Ali, on parlera dans quelques instants du Yémen et de la situation sur place. Je voudrais juste qu'on revienne avant cela sur les enjeux du Forum économique de Davos. On en parle après. Plus de 2500 personnes sont attendues à Davos pour le 45e rendez-vous annuel du Forum économique.
Des quatre coins de la planète, politiques, entrepreneurs, professeurs vont débattre des nouveaux enjeux mondiaux. Au programme, comment conjuguer croissance et progrès social, baisse des prix du pétrole et baisse des émissions de CO2, ou encore libre accès du net et hausse de la cybercriminalité. Le rôle de l'Assemblée annuelle est d'aider les dirigeants qui se réunissent à comprendre le nouveau contexte mondial. Il s'agit de trouver quelles sont les tendances et les développements clés qui façonnent notre monde et de vraiment explorer toutes nouvelles idées ou innovations quant à la façon d'aborder et de diriger notre avenir. 40 chefs de gouvernement sont attendus en Suisse. Le Premier ministre chinois, Angela Merkel, John Kerry ou encore François Hollande devront aussi débattre des questions géopolitiques. Nous devons faire face aux défis géopolitiques, par exemple en Europe, dans la zone euro, mais aussi en Ukraine. Nous devons également faire face aux conflits du Moyen-Orient et à la progression du terrorisme en Afrique du Nord. Vous pouvez être sûr que certaines interactions auront lieu pour examiner de près toutes ces questions afin d'apporter, là où c'est possible, une réconciliation ou du moins un monde plus pacifique. Le rapport de l'Oxfam a rendu public le 19 janvier qu'1% de la population mondiale posséderait cette année 50% des richesses de la planète. L'écart s'accroît et l'ONG plaide pour une meilleure répartition. Le message clair que les gouvernements devraient prendre en considération, ici à Davos, c'est qu'ils devraient taxer les riches. Ils devraient taxer les riches et les sociétés riches de manière progressive et équitable. Les personnes les plus riches devraient payer un niveau raisonnable d'impôts. Pour l'heure, leur niveau d'imposition est toujours équivalent à celui des années 90. Avant 2008, la croissance mondiale dépassait les 5%. Ces dernières années, elle a du mal à atteindre les 3%. Pas sûr que cette baisse de l'activité favorise les progrès sociaux ou environnementaux. Alors voilà, donc pour ce forum économique de Davos, c'est pas un lieu de décision, Davos, mais c'est un lieu souvent de rencontres politiques. On se souvient de cette poignée de main en 1994 entre Shimon Peres et Yasser Arafat. Shimon Peres qui doit s'exprimer d'ailleurs aujourd'hui à Davos. Michael Gabé, à quoi ça sert finalement ce forum ? Davos à la base a été pensé par Paul Schwab pour réfléchir sur les irrégularités du capitalisme. Comment mettre en place une gouvernance capitaliste, mais avec plus de justice. On a reparlé des inégalités sociales. C'est un des points principaux qui ont amené à la création de ce forum. Les gens sont là pour échanger des idées, pour vérifier comment faire pour mettre en place un capitalisme, mais qui reste un capitalisme responsable à plein de niveaux. Aujourd'hui, dans le forum, le mot qui est à la mode dans toutes les discussions, c'est le mot risque. On parle de risque géopolitique, on en a parlé avec l'Ukraine. On parle de risques au niveau des différenciations de population. Il y a des risques au niveau de si le pétrole baisse, les émissions à effet de serre, où va l'écologie, où vont les progrès qui ont été faits pendant les années quand le pétrole était cher, etc., etc. Donc on vient réfléchir comment maintenir un système capitaliste, mais faire en sorte qu'il ne soit pas dans sa propre dynamique et qu'il ne s'autodétruise pas à faire un capitalisme assoiffé ou comment on appelle ça, ou un capitalisme effréné et sans aucune mesure, mais que ce soit un capitalisme responsable. On parle de capitalisme plus juste, plus responsable, et on l'a entendu dans ce reportage, 1% de la population mondiale qui détiendrait près de 50% des richesses de la planète. Est-ce qu'il y a la volonté de réduire ces disparités ? Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible, ni souhaitable, forcément. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si on nivelle par le bas, ça s'appelle le communisme, et on a vu ce que ça a fait dans l'Union soviétique avec l'éclatement des choses. Les gens ont besoin, le monde a besoin pour pouvoir avancer, de se dire je peux y arriver. Si quelqu'un avant de commencer, d'émulation, oui, mais est-ce qu'on peut pas croire qu'un jour dans le monde il y aura une répartition plus juste, plus équitable des richesses ? Je crois pas. Je pense pas. Encore une fois, à part quelques dictateurs et quelques monopoles ancestraux, la plupart des gens qui sont dans ces grandes fortunes aujourd'hui, on le voit avec les patrons de Google, etc., sont des gens qui se sont faits, sont des gens qui bossent, sont des gens qui ont des entreprises, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde étant global, ça favorise quelque part que des gens qui sont très riches ont plus d'opportunités, et ces opportunités ne se limitent plus à leur propre pays, mais au monde entier. Et quand on est bon, l'échelle, elle explose en termes de possibilités, et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des grosses fortunes, etc. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble global. C'est vrai qu'il y a des disparités, mais quand je prends 1 million et que j'augmente de 5% 1 million,
j'ai gagné 50 000. Quand j'ai 1000 et que j'augmente de 5% 1000, j'ai gagné 50. L'écart a augmenté. Mais ces deux personnes, elles ont cru du même niveau en termes de croissance, en termes d'amélioration de leur quotidien. Donc c'est évident que les inégalités, c'est facile à mesurer. Ce qui est plus difficile à mesurer, c'est de vérifier exactement les chiffres. Où étaient les gens? Rappelez-vous, il y a 50 ans, les gens, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les facilités qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai que les disparités ont augmenté, mais le niveau de vie moyen de la population mondiale a fait un énorme pas en avance. Alors un chiffre en tout cas qui fait peur aux patrons à Davos, c'est le bas prix du pétrole. Est-ce que cette année 2015, elle sera finalement particulièrement douloureuse pour les producteurs de gaz, de pétrole? D'abord, d'aller parler avec le patron d'Air France, je suis sûr qu'il est très content que le prix du pétrole il est baissé. Et je suis sûr que ce n'est pas le seul. Ça, c'est un. Deuxièmement, les grands groupes pétroliers, il faut comprendre qu'il y a deux types de groupes pétroliers. La plupart font de la raffinerie. Donc en fait, ils gagnent la même chose, que le pétrole il soit à 100, qu'il soit à 50, ils gagnent exactement la même chose. C'est vrai qu'après, la différence, c'est au niveau des pays qui sont pays producteurs. Et on pense surtout aux pays les plus fragiles au niveau de leur système. Alors on va prendre un exemple extrêmement... comment on appelle ça, très extrême, c'est l'Iran. L'Iran et on parle de ça dans les risques possibles, l'effondrement du régime iranien suite à la baisse des entrées du pétrole, c'est un risque qui existe. Il y a d'autres petits pays qui sont des semi-dictatures, voire des dictatures complètes, qui peuvent amener à un effondrement. On a peur aussi quelque part dans le Moyen-Orient qu'un pays comme l'Arabie Saoudite perde de son influence et puisse moins canaliser des groupes ou des ethnies, ou des tribus, etc. On voit déjà avec l'ISIS, Daesh, avec l'émergence de l'État islamique, que la force des pays dans la région est beaucoup moins grande, puisque une petite tribu arrive à se créer un pays sans que personne ne réagisse. Donc ça, c'est un des principaux risques au niveau géopolitique. On le sait, Ali, le nerf de la guerre, c'est finalement bien évidemment l'argent, l'économie. Est-ce que ça peut changer l'ordre dans ce Moyen-Orient en ébullition ? Je ne pense pas que ça peut changer sur le plan stratégique. Par exemple, on a parlé du fait que la baisse des prix de pétrole doit affaiblir l'État islamique, par exemple, qui occupe quelques champs pétroliers et vend le pétrole à bas prix. Pour le moment, l'État islamique n'a pas été affecté par cette baisse des prix du pétrole. Et je ne vois pas l'Arabie saoudite, avec ses alliances stratégiques dans la région et en dehors de la région, perdre son influence au cas où le prix du pétrole baisse. Ce n'est pas le cas, et je suis d'accord là avec Michael. Pour l'Iran, par exemple, l'Iran, à mon avis, si la baisse des prix continue, elle sera obligée de réétudier ses subventions pour le Hezbollah, pour les Houthis au Yémen, pour le Hamas, si jamais les relations reprennent. Et dans ce cas-là, l'Iran risquera... les robinets. Tout à fait. Merci Ali. Michael, une dernière question pour clore sur ce thème du forum économique. On l'a vu, il y a beaucoup d'enquêtes qui en parlent. Les patrons, cette année, ont le blues, et en particulier les patrons français. Pourquoi ? Moi, si j'étais patron français, que je voyais mon collègue américain qui, depuis 4 ans, a reçu, par les interventions de la Fed, des masses inconnues, historiquement élevées de liquidités, qui a face à lui un marché du travail hyper souple qui peut lui permettre d'investir, d'embaucher, etc., sans ayant la crainte que si ça ne marche pas, je me retrouve coincé avec mes dépenses sans plus les entrées. Le patron français, il se dit, on injecte des liquidités, apparemment il y a de plus en plus de liquidités dans le marché, ça c'est flagrant, mais l'argent ne circule pas parce que je sais que si j'embauche une personne, c'est un contrat à vie, je sais que j'ai un problème structurel dans mon pays qui fait que je ne peux pas me développer exactement comme je le voudrais, avec la souplesse que je le voudrais. On pense par exemple à l'Allemagne qui a réussi à faire ses réformes où il y a une annualisation du temps de travail et pas quelque chose au niveau hebdomadaire ou à la semaine. Les patrons français, moi je peux comprendre qu'ils se disent on a des opportunités, il y a des marchés qui s'ouvrent, le monde il est global, je ne peux pas, dans la situation actuelle, investir dans mon propre pays. Pourquoi ? Parce que j'ai une structure... Un capitalisme plus juste et plus souple, en tout cas en France. Merci. Exactement. Merci beaucoup Michael Gabé d'avoir été avec nous ce matin. Allez, on va prendre à présent la direction du Yémen. Et cette information, le président du Yémen, Abed Rabo Mansour Hadi, et les miliciens chiites qui s'étaient emparés de son palais ont conclu hier soir un accord de sortie de crise. Et ce, après plusieurs jours de violences dans la capitale Sanaa. Des violences qui ont fait au total 35 morts et 94 blessés. C'est donc le thème qui va nous préoccuper à présent, Ali. On parle bien de coup d'État.
Oui, c'est un coup d'État et c'est les Houthis qui ont décidé de ne pas aller au bout avec ce coup d'État, de ne pas s'emparer totalement du pouvoir. Ils se sont emparés du palais du président Hadi et de la résidence du Premier ministre, mais les Houthis savaient qu'ils ne pouvaient pas placer un président qui émane soit de l'organisation Houthi qui sont des chiites, ou imposer l'ancien président Ali Abdallah Saleh qui est leur principal allié dans le camp sunnite. Ils préféraient Mansour Hadi parce qu'il était faible. Il est considéré comme un décor dans la scène politique yéménite, mais Nathalie, le contexte géopolitique là, il est beaucoup plus important. On vient de parler de cette baisse de pétrole et les Iraniens qui ont accusé les Saoudiens et les Américains d'être à la source de cette décision de faire baisser le prix du pétrole. Le Yémen est une cible stratégique pour l'Arabie saoudite et du coup l'Arabie saoudite se trouve avec l'Iran dans son arrière. Alors c'est ça, on va parler de l'Iran qui prend ses quartiers au Yémen, l'Arabie saoudite de l'autre côté, mais je voudrais qu'on revienne sur les revendications des Houthis. Qu'est-ce qu'ils veulent très exactement? Officiellement, ils veulent une apparition plus équitable de la richesse des pays. Ils veulent arrêter la corruption qui a été très remarquable au Yémen et qui a été à la source de cette vague populaire qui a poussé les Houthis vers Sanaa, vers la capitale yéménite. Ils veulent un changement du système politique au Yémen. La question c'est est-ce que les Houthis arriveront à faire ça seuls ou est-ce qu'ils seront obligés à collaborer avec des éléments sunnites, par exemple l'ancien président Ali Abdallah Saleh, qui lui aussi a été partie intégrée de cette corruption qui a fait du Yémen un des pays les plus pauvres au monde. Alors, est-ce qu'on se dirige dans une espèce de guerre confessionnelle, guerre interconfessionnelle, une guerre civile entre d'une part les sunnites, d'autre part les chiites? On risque de se diriger dans cette direction, mais les Houthis sont en train de faire deux choses. Un, d'essayer de minimiser, de réduire leur connexion avec l'Iran, au moins sur le plan public, et essayer de se connecter à des éléments sunnites, certaines tribus, et le clan de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, pour ne pas se montrer comme si c'était les chiites qui se sont emparés du pouvoir par un coup d'État. Je ne sais pas à quelle mesure ça va avancer, parce que les pays du Golfe sont en réunion permanente pour essayer de discuter de la situation du Yémen et des conséquences de ce qui se passe au Yémen. Le Yémen ou la région, le bastion des Houthis sont dans la partie frontalière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, notamment avec l'est de l'Arabie saoudite, qui est peuplé à grande majorité avec une minorité, avec la minorité chiite de l'Arabie saoudite qui compte autour de 30% de la population chiite. Donc la situation est beaucoup plus complexe, elle est très délicate, et à mon avis, on verra le Yémen, je crains qu'on verra le Yémen avancer plus vers l'exemple de la Libye, donc un chaos total, que vers la stabilisation, malgré cet accord qui a été conclu hier soir. Situation beaucoup plus large, on l'a bien compris, puisque l'Iran prend ses quartiers au Yémen, et ce, vous l'avez dit, aux grandes dames de l'Arabie saoudite. C'est bien ça, la position des quartiers, on veut. Non, tout à fait, et ce n'est pas seulement ça, Nathalie. Quand on parle, l'Iran et l'Occident ne sont pas de grands amis, d'un côté, mais ceux qui soutiennent les Iraniens au Yémen, les Houthis par exemple, ils se battent contre Al-Qaïda dans la péninsule arabe. Donc, du coup, on voit les soutenus par les Iraniens, ce sont dans la première ligne face à Al-Qaïda au Yémen. Al-Qaïda au Yémen qui a recruté les frères Kouachi, qui ont lancé les attaques terroristes en France, ce qui montre que la situation est vraiment beaucoup plus complexe qu'elle ne se démontre. Et à mon avis, les Américains et les Européens, malgré le fait qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité, justement à cause de cette dualité de rôle, d'un côté joué par les Iraniens et de l'autre côté par les Saoudiens, vont pas trancher très rapidement, ce qui signifie que le Yémen continuera à être dans la situation où elle est actuellement. Voilà, pas très optimiste non plus. Merci beaucoup, Ali Ouaked, d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Mickaël Gabé. On va parler dans quelques instants, juste après un nouveau journal, de cette brouille diplomatique
diplomatique entre les États-Unis et Israël, brouille diplomatique et protocolaire, puisque Netanyahou était invité à discourir le 11 février prochain, histoire de donner un coup de pouce à sa campagne, invitation qui n'a pas manqué de provoquer l'ire de la Maison-Blanche, mise de côté dans cette démarche. On en parle donc dans un instant. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour cette deuxième heure d'information. En présence avec moi ici, Maurice Fergan. Rebonjour. Bethsabée Salem, merci d'être avec nous ce matin. Alors on va prendre la direction tout de suite de la France, où vous l'avez sûrement suivi hier. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté ces nouvelles mesures très attendues consacrées à la lutte contre le terrorisme. Plus d'effectifs, plus de moyens. Léa Berdugo fait le point. Après l'indignation et l'émotion suscitées par la vague d'attentats en France, place aux actes. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé ce mercredi une série de mesures antiterroristes. Première urgence, selon le Premier ministre, renforcer les moyens humains et techniques de renseignement. Ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Par ailleurs, François Hollande a annoncé que la Défense supprimerait 7500 postes de moins que prévu pour les 4 prochaines années. Les moyens en équipement seront également consolidés. Objectif, améliorer le niveau de protection des policiers et gendarmes en les équipant de matériel moderne et adapté. L'ensemble de ces mesures représenteront 736 millions d'euros d'ici 2017. Autre volet d'action pour le gouvernement, la lutte juridique. Un projet de loi sur le renseignement sera soumis au Parlement dans les prochains mois. Il est censé donner aux services concernés les moyens juridiques d'accomplir leur mission. Le gouvernement envisagerait même d'instaurer une peine d'indignité nationale. Mais la ministre de la Justice l'assure, l'état de droit sera respecté. Je suis parfaitement très impliquée dans cette lutte engagée par le gouvernement contre le terrorisme. Et c'est ma responsabilité, en effet, en tant que garde des Sceaux, ministre du droit, ministre des libertés, de veiller à l'équilibre entre la nécessaire préservation des droits et des libertés et les exigences de l'ordre public. 3000 personnes doivent être surveillées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le contrôle d'Internet va également être renforcé avec une lutte accrue contre la diffusion de messages terroristes et djihadistes. Enfin, comme il avait déjà été annoncé, un fichier de personnes condamnées ou mises en cause pour des faits de terrorisme va prochainement être créé. Les suspects seront soumis à des contrôles fréquents et devront justifier de leur adresse à intervalles réguliers. Voilà donc pour ce point sur ce discours hier de Manuel Valls et ses ministres et ses mesures. Bethsabée, on en parle outre-Atlantique également. Oui, effectivement, on jauge vraiment la réaction de la France après les attentats. Regardez par exemple CNN qui salue presque les mesures, des mesures radicales pour, écrit CNN, protéger la France du terrorisme. Notez d'ailleurs que selon les sources de CNN, eh bien, les terroristes responsables des attaques de Paris auraient alerté leurs complices juste avant l'assaut afin qu'ils s'échappent du territoire. Ainsi, une demi-douzaine de personnes devraient se trouver actuellement en Syrie, prêtes à revenir à tout moment pour mener des attentats en Europe. Alors la France annonce des mesures rigoureuses aussi, écrit le New York Times, toujours aux États-Unis, les USA décidément convaincus finalement, des mesures qui viennent même renforcer, nous dit le quotidien américain, une législation qui est déjà l'une des plus restrictive en Europe. N'empêche qu'apparemment ça ne suffisait pas, Nathalie. Alors on rentre en France avec l'expansion qui se penche sur le volet Internet dans ses pages high-tech et se plaint presque du manque de précision en fait des mesures annoncées et revient notamment sur cette obligation morale qu'impose Manuel Valls aux hébergeurs Twitter, Facebook et autres de coopérer avec les autorités. Entre les lignes, essayer au maximum d'effectuer un contrôle a priori, en filtrant notamment ces mots-clés comme hashtag je suis Kouachi, un contrôle a priori qui n'est pas actuellement dans le cadre de la législation. Et bien sûr, toujours sur ces annonces de Valls, n'est pas passé inaperçu cet apartheid qui s'est échappé des lèvres du Premier ministre français. Il a en effet dénoncé l'existence d'un apartheid territorial, social, ethnique dans les banlieues françaises. Alors le terme ne figurait pas sur le texte de son discours, relève Le Monde qui relève aussi la formule est inédite
à gauche chez un membre de l'exécutif. Alors bien sûr, Nicolas Sarkozy a sauté sur l'occasion hier soir sur le plateau de France 2. Entendez, l'ancien président et futur présidentiable s'est dit consterné, comme l'a relevé le site d'Europe 1, affirmant avec cette gravité qui lui est chère quand il s'agit de parler de ses petits copains. Comparer la République française à l'apartheid, c'est une faute. Voilà, Sarkozy, qu'on a beaucoup entendu, en tout cas, mettre fin à cette unité nationale dont on parlait tant ces derniers jours. Alors, ce qui ne va pas faciliter les affaires du ministère de l'Intérieur, c'est cette révélation également. Amédi Koulibaly, le tueur de la porte de Vincennes, aurait été contrôlé quelques jours avant les attentats. Exactement, elle aurait été contrôlée par hasard le 30 décembre à Paris, quelques jours donc avant de tuer une policière à Montrouge et puis 4 otages quelques jours plus tard. C'est ce qu'écrit le Canard enchaîné, paru ce mercredi. Ça a été repris par le Figaro. Regardez, il est 11h45 quand 2 motards de la préfecture de police arrêtent une Seat Ibiza, rue Simon Bolivar. C'est dans le 19e à Paris, un contrôle de routine. Donc, alors, le conducteur, c'est Amédi Koulibaly. La jeune femme qui l'accompagne, c'est Ayat Boumediene, qui est accessoirement l'une des personnes les plus recherchées en France. Les policiers, comme ils le font, consultent, c'est la routine, le fichier des personnes recherchées et voient une mention leur demandant d'obtenir des renseignements. Pourquoi ? Parce que le suspect est considéré comme dangereux et appartenant à la mouvance islamiste. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils informent leur hiérarchie et les services antiterroristes, mais personne ne réagit. Koulibaly repart. Voilà. On prend la direction de l'Égypte à présent avec un rapport alarmant, cette fois sur la situation des femmes. Oui, c'est un rapport d'Amnesty International qui, une fois de plus, ne prend pas des gants. J'ai envie de dire tant mieux. Regardez RFI, les autorités du Caire sont directement pointées du doigt puisqu'on parle non seulement de violences domestiques, de violences publiques, mais aussi de violences d'État contre les femmes en Égypte. Alors une liste extrêmement longue d'agressions, des violences conjugales ou encore l'excision qui concerne à 91% des Égyptiennes, en espérant que la publication de ce rapport fera peut-être pression sur les parlementaires élus lors des élections du printemps prochain en Égypte. Les parlementaires, c'était un parlementaires. Allez, on continue à parler talons hauts avec de bonnes nouvelles cette fois ? Pas vraiment, non. On parle des effets des talons hauts sur la santé et je suis désolée. Et oui, ça fait sourire Maurice qui n'est pas directement concerné. Et encore, façon d'alerter aussi l'un des membres de notre équipe qui se reconnaîtra, je le pense. Alors, à en croire, le quotidien italien La Stampa. Et dans la botte, je peux vous dire qu'on s'y connaît. En matière de stiletti, les talons hauts provoquent une inflammation des articulations, soit de l'arthrite. Et oui, c'est tout de suite beaucoup moins sexy. Ça fait souffrir le talon d'Achille. Ça modifie la façon de marcher. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. À vos centimètres, mesdames, on parle des talons hauts à partir de 7 centimètres. Ben voilà. Ça va, Maurice, vous êtes pour ou contre les talons hauts ? Moi, je voulais surtout réagir aux mesures annoncées par Valls, parce que c'est quand même assez stupéfiant d'entendre la satisfaction des médias internationaux face à ces mesures, alors que même en Israël, finalement, sur ce plateau, on entend des personnalités nous expliquer qu'on a appris à vivre avec ce terrorisme et que toutes les mesures que l'on peut prendre ne serviront pas à grand-chose. On a entendu beaucoup de pessimisme sur ce plateau. Beaucoup de pessimisme, mais là, tout d'un coup, en France, on se réveille avec un optimisme en disant, en mettant 3000 personnes de plus sur la sécurité, on y arrivera peut-être. Je pense que c'est peut-être un peu de suroptimisme. Et voilà. Allez, on termine avec de la musique ? Alors, est-ce que vous seriez prêt, Maurice ou Nathalie, à dépenser $1000 pour un album de musique ? Oula. Non. Oula et non. Alors, c'est la question que Nipsey Hussle, un rappeur de Los Angeles, a quand même décidé de poser. D'un côté, il met à disposition son dernier album qui s'appelle Mailbox Money, gratuitement sur Internet. Mais de l'autre aussi, c'est ce que relève Courrier International notamment, il vend une version de luxe, une version physique de son album à $1000, dont le contenu n'est connu qu'une fois acheté. Sachez qu'en 2 semaines, il a quand même vendu une soixantaine d'albums. C'est à l'aveugle. C'est-à-dire, on connaît la musique aussi. Il y en a une centaine en tout, donc il y a un côté quand même de valeur qu'il vend aussi. Et comme le soulignait récemment le Guardian, si ça ne marchait pas, ça ne marcherait pas si c'était pas aussi de la bonne musique. Je vous propose, si on a le temps d'écouter quelques secondes, peut-être, pour donner un avant-goût. Got a lot of the shit like this, nigga. And I ain't even said it or wrote it yet. I just feel it, Yeah. Overtime, cause I ain't have a mic.
Why not, $1000 pour un album, mais c'est de l'art en même temps, hein. Donc pourquoi pas investir dans une œuvre d'art, investir dans un tableau, on investit dans je préfère un... attendre qu'un chœur israélien pirate ce disque, peut-être on l'aura gratuitement. Voilà, et Maurice qui retourne Sans vouloir toujours, lancer ouais. l'accusation. Et ben voilà, alors merci beaucoup Betsabé d'avoir été avec nous ce matin. On va revenir, puisque c'est cher à votre cœur Maurice, sur cette brouille entre les États-Unis et Israël, ou ce début de brouille, ou cette deuxième étape dans cette saga de brouille entre les États-Unis et Israël. Alors on revient sur les faits. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, qui a déploré hier avoir eu vent du discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès américain. Benjamin Netanyahou qui doit s'exprimer le 11 février prochain. Ce sera 35 jours avant les élections israéliennes. La guerre est déclarée, Maurice, entre les États-Unis et Israël. Effectivement, Nathalie, complètement, puisque ce matin, finalement, on a la réponse du berger à la bergère. Le site Bloomberg, la télévision Bloomberg, publie des informations inédites selon lesquelles, finalement, le Mossad, les services secrets israéliens, avait prévenu des responsables américains du fait que des sanctions, ou l'intensification des sanctions contre l'Iran, finalement, risquait d'amener l'échec des pourparlers entre l'Iran et les Occidentaux, et donc de compliquer la situation. Alors, voilà, donc Bloomberg qui met en défaut. On se pose la question d'où Bloomberg a ces informations. C'est évident que la source nous mène à la Maison-Blanche, d'autant que Kerry a ajouté à ces informations que lui-même avait reçu des alertes des services de renseignement israéliens selon lesquels, effectivement, une intensification des sanctions contre l'Iran pourrait mener à l'échec des pourparlers de Genève. Alors, tout ça entre dans cette brouille entre les États-Unis, entre la Maison-Blanche et Benjamin Netanyahou, sur cette fameuse invitation du chef du gouvernement israélien le 11 février à la devant le Sénat. Alors voilà, brouille entre États-Unis et Israël, brouille entre le Mossad et Benjamin Netanyahou, mais je vous propose d'écouter l'une des déclarations que Barack Obama a faites lors de son discours sur l'état de l'Union. C'était dans la nuit d'avant-hier, dans la nuit de mardi à mercredi. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit à propos de l'Iran. Jusqu'au printemps, nous avons la chance de pouvoir négocier un accord complet qui empêche que l'Iran ait une arme nucléaire, qui sécurise l'Amérique et ses alliés, y compris Israël, tout en évitant un nouveau conflit au Moyen-Orient. Il n'y a aucune assurance que les négociations soient couronnées de succès et je garde toutes les options sur la table pour empêcher un Iran nucléaire. Mais l'adoption de nouvelles sanctions par le Congrès à ce moment précis signifierait l'échec probable de la diplomatie, ce qui éloignerait les États-Unis de ses alliés et assurerait la reprise d'un programme nucléaire iranien. Cela n'a aucun sens et j'opposerai mon droit de veto contre toute nouvelle loi qui met en danger ce processus. Et voilà le Mossad israélien qui serait donc manifestement d'accord avec les propos tenus par Barack Obama, puisque ce qui est au cœur des dissensions, des discussions, c'est bien l'Iran. C'est le dossier iranien. Et donc vous avez compris que le président Obama défend des positions qui sont totalement opposées à celles de Benjamin Netanyahou, qui lui souhaite une intensification des sanctions, sinon de laisser la situation telle qu'elle est et de maintenir les sanctions. Alors bien sûr le Mossad intervient dans ce débat par l'intermédiaire de la Maison-Blanche, parce que Barack Obama est très irrité. Il a appris l'invitation de Benjamin Netanyahou, finalement, par hasard, devant le Congrès. Et Benjamin Netanyahou doit justement s'exprimer sur le dossier iranien et sur l'islamisation du Proche-Orient. Donc un dossier qui est délicat pour le président des États-Unis. Benjamin Netanyahou a l'intention de revenir sur sa théorie. Il ne faut pas lâcher les sanctions contre l'Iran et continuer et les maintenir, sinon les intensifier. Et donc va dans le sens des républicains qui veulent faire adopter devant le Congrès une loi permettant au Congrès de voter des sanctions contre l'Iran et pour cela même annuler le droit de veto du président des États-Unis. Alors comment ça va se passer? Comment ils peuvent annuler ce veto? Il suffit de légiférer et de parvenir à un texte de loi qui, effectivement, dans certains cas, lorsqu'un pays est considéré comme un pays terroriste ou un pays ennemi, qui permet de se passer du veto du président des États-Unis pour imposer des sanctions. Et voilà, vous voyez qu'on rejoint, Betsabé, l'histoire des talons. C'est cette saga en 3 temps, avec Israël et États-Unis d'un côté, républicains et démocrates de l'autre, et puis Bibi et le Mossad dans un 3e temps. Il faut aussi ajouter que dans la presse israélienne, on souligne le fait que Benjamin Netanyahou est invité le 11 février, 35 jours avant
avant les élections, date choisie, pas par hasard, ça fait plusieurs semaines que Benjamin Netanyahou travaille sur cette date, de manière à parvenir finalement à quelques semaines des élections avec. Donc cette invitation, c'est en fait Benjamin Netanyahou qui l'a demandé ? Disons que ça a été négocié entre l'ambassade d'Israël à Washington et la présidence du Conseil à Jérusalem qui ont fait du lobbying auprès des responsables républicains pour obtenir cette invitation. Il l'a obtenue, c'est le 11 février. On attend maintenant de voir. La gauche israélienne prétend que ça rentre dans le débat électoral. Je ne pense pas que c'est le sujet principal. Le danger, c'est que en tout cas, ça remet sur le devant de la scène israélienne également ce débat sur le sécuritaire plus que sur le social, comme ça avait été voulu par certains. Exactement, ça met le débat sur le sécuritaire, mais surtout, là, Benjamin Netanyahou, en intervenant sur l'Iran, se tire quelque part une balle dans la jambe, puisqu'il a tout fait pour que le dossier soit un dossier international et ne concerne pas uniquement les relations entre Israël et l'Iran. Et là, il replace Israël au centre du dossier en disant « je veux des sanctions ». Merci Maurice pour ces éclairages. Betsabé, on se retrouve dans quelques instants puisque vous allez nous parler d'une enquête. 30 000 jeunes de 31 pays différents. C'est l'étendue de cette enquête mondiale qui a été menée avec un but, comprendre l'état des connaissances historiques de la première génération du 21e siècle. C'est Betsabé qui viendra donc nous parler dans quelques instants de ce grand chantier. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning avec moi, Betsabé Salem. Vous êtes resté avec nous. Alors on va parler de cette enquête mondiale qui a été lancée et qui a enquêté auprès de 30 000 jeunes, donc de 31 pays différents, pour comprendre l'état des connaissances finalement historiques de cette première génération du 21e siècle. Alors on en est où ? Alors il s'agit plus exactement d'un sondage mené auprès de plus de 31 000 jeunes. Les chiffres ne sont pas exagérés, donc de 16 à 29 ans dans 31 pays par la Fondation pour l'innovation politique d'une part et d'autre part la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors pour comprendre, analyser l'étendue de ces connaissances des jeunes sur les drames du XXe siècle et du début du XXIe. Alors il a été présenté hier ce sondage à Paris au Collège des Bernardins et c'est une enquête qui dresse le portrait d'une jeunesse plutôt bien informée sur le plan des connaissances historiques, certes, mais révèle des divergences notables entre les nations, notamment, prenez la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Israéliens, les Russes, les Chinois s'estiment particulièrement bien informés devant les Allemands, devant les Français. Les Japonais dénoncent même leurs propres lacunes, et ça en dépit de l'implication de leur propre pays dans le conflit. Alors est-ce qu'on sait quels sont les événements qui ont été les plus marquants pour cette jeunesse pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça en fait partie donc. Exactement. Alors les événements les plus marquants de cette Deuxième Guerre mondiale, justement, alors bien sûr, effectivement, ces chiffres sont extrêmement vastes, puisqu'on parle d'une nation par rapport à l'autre, sans faire de différence entre ces jeunes, mais en tout cas, l'extermination des Juifs par les nazis est en tête. 66% de ces jeunes estiment que c'est l'événement le plus important qui a le plus marqué cette Seconde Guerre mondiale. Vient tout de suite après l'utilisation de la bombe atomique au Japon, 1% de moins, 65% viennent ensuite Pearl Harbor à 34% et le débarquement des Alliés en France, 32%. Alors interrogé par le Figaro, David de Rothschild, qui est le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, commente « Je croyais à plus d'indifférence au sujet de la Shoah ». Alors les Français citent la Shoah massivement à 88%, devant non seulement les Italiens, les Belges, mais aussi devant les Allemands. La Shoah est beaucoup moins citée dans les pays émergents comme l'Inde ou la Chine, ou encore aux États-Unis, au Japon, où là c'est Pearl Harbor vraiment qui prime. Quant à la terminologie de génocide, qui est-ce qui est un génocide et qu'est-ce qui n'en est pas ? 90% des répondants considèrent que le massacre des Juifs en est un. Vous remarquerez quand même que ça ne fait pas l'unanimité. Et puis à noter qu'on tombe à 77% si on évoque le génocide arménien par les Turcs. 33% de la jeunesse turque estime qu'il s'agit bien d'un génocide. Alors je reviendrai rapidement à la Seconde Guerre mondiale. 1/5 de la jeunesse allemande, c'est pas rien, considère que son gouvernement a alors agi, je cite, dans un souci de liberté et de dignité humaine. Et oui, Nathalie soulève les sourcils. Et il n'y en a pas une pour attraper l'autre, puisqu'en Autriche, on passe à 1/3 des jeunes.
Des chiffres qui font donc réfléchir et qu'on va tenter de comprendre. Merci pour nous les avoir donnés, Betsabé. Avec Alexandra Hauser, vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, sociologue, spécialiste de l'Allemagne. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage enseigné, Hitler, ouvrage pour lequel vous avez donc enquêté auprès de jeunes Allemands, âgés cette fois-ci de 14 à 18 ans. Le spectre d'enquête était un peu plus réduit pour bien comprendre comment ils considèrent leur passé. Alors, est-ce qu'on peut considérer, Alexandra, qu'il y a une volonté de comprendre ou une volonté d'oubli de la part de ces jeunes? Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que des jeunes Allemands, évidemment, ça n'existe pas. Il faut être un peu plus précis. C'est-à-dire qu'on parle des jeunes populaires, des jeunes bourgeois, des jeunes des villes, des jeunes des campagnes, des filles, des garçons. Donc, j'ai envie de vous répondre, ça dépend. Mais néanmoins, on peut quand même dire quelque chose, c'est que les enquêtes que j'ai faites à partir du début des années 2000 montrent très clairement que jusqu'à 14 ans, les élèves sont extrêmement intéressés par le sujet de la Deuxième Guerre mondiale et notamment de la Shoah. Et ils sont très curieux. Ils veulent apprendre. Dès la maternelle, déjà, ils demandent à leurs professeurs quand est-ce qu'on fait enfin Hitler, quand est-ce qu'on va le traiter à l'école. Donc, ils sont très intéressés. Ce qui est, entre autres, lié au fait que depuis les années 70, en Allemagne, le nombre d'articles de presse, d'émissions sur le sujet augmente constamment. Donc, l'attente de ces jeunes envers ce sujet, tout d'abord, et envers l'école, est très, très grande. Alors, il y a quand même des chiffres que vient de nous annoncer Betsabé qui sont tout de même assez éloquents. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de saturation tout de même? Alors, il est vrai que l'intérêt des jeunes, ça dépend un peu de l'âge. Et ça peut être les mêmes jeunes, donc à partir d'un âge un peu plus âgé, à partir de 16-17 ans. Il y en a certains qui commencent en effet à se plaindre que le sujet est trop traité à l'école, qu'ils en entendent trop. Mais c'est pas du tout tous les élèves, loin de là. Il s'agit surtout, et de manière assez surprenante, de familles avec un capital culturel élevé. Famille de profs, famille d'avocats et de médecins, et ils expliquent cela par leur pratique culturelle familiale. En gros, quand les pratiques culturelles familiales recoupent ceux de l'école, que les élèves sont extrêmement exposés à ce sujet-là, à un moment donné, à une période spécifique de leur vie, ils vont dire « j'en ai un peu marre d'entendre parler de ces choses-là ». Mais ça peut à nouveau changer vers 18 ans où il y aura un nouveau intérêt. Donc il y a des espèces de périodes dans la vie des adolescents où parfois ils s'en intéressent et à d'autres périodes ils préfèrent s'intéresser à autre chose. Est-ce qu'on est, Alexandra, aussi différemment exposé selon qu'on vienne d'anciennes RDA ou d'anciennes RFA? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que les jeunes Allemands sont différemment exposés selon leur provenance, selon qu'ils viennent de République démocratique allemande ou d'ancienne République fédérale allemande? Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence entre la RDA et la RFA. Vous savez, ça fait 25 ans que l'Allemagne est réunie. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre les élèves venant de l'une ou de l'autre ex-partie de l'Allemagne. Par contre, ce qui joue beaucoup plus, c'est le fait que oui ou non, ils ont eu des grands-parents allemands au moment de la... et peut-être donc une transmission en tout cas qui est différente à ce niveau-là. Merci beaucoup Alexandra Hauser d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Alors on va parler éducation, éducation peut-être sous une forme un peu différente puisqu'on se rend dans les kiosques à journaux en Occident. Il regorge, et vous le savez, de quotidiens, de magazines différents sur la mode, le lifestyle, la politique, journaux de pêche, de cuisine aussi que Betsabé affectionne particulièrement. Alors sur Internet, on peut trouver un autre type de journal focus sur Inspire. Inspire, c'est un magazine digital donc en langue anglaise qui explique finalement comment se lancer dans le djihad. Regardez. La plupart des magazines lifestyle que vous retrouvez en kiosque traitent santé, psycho, tourisme, évasion, hobby, mais aussi mode, cuisine et culture. Inspire, c'est à peu près tout cela, avec le djihad en plus. Lancé en 2010, distribué dans la langue de Shakespeare, Inspire, le magazine du lifestyle djihadiste, est publié par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Une arme de propagande supplémentaire que l'organisation terroriste utilise pour toucher un public large via Internet, et cela en faisant usage des mêmes codes visuels qu'un magazine de mode. La couverture est accrocheuse, couleurs vives et gros titres. Quant au contenu, il est lui aussi divers et varié.
On commence avec la rubrique citation, puis on passe à l'analyse des opinions amies et ennemies de l'islam. Dans les pages psycho, le lecteur trouve aussi des conseils pour djihadistes se heurtant à des questions existentielles. La lecture ne s'arrête pas là. On peut partir à la rencontre de vrais djihadistes grâce à des interviews intimistes et entrer ainsi dans leur psychologie. Inspire, c'est aussi des rubriques démentielles si elles n'étaient pas tragiques. La plus inouïe, le top 10 des personnalités méritant la mort. Dans un journal normal, on trouverait des idées de cuisine. Dans celui-ci, les gourmands ont des recettes simples pour assembler des bombes aussi facilement que l'on fait cuire un 4/4. Vous saurez tout sur les dispositifs pièges en parcourant le guide du parfait terroriste, incluant la rubrique martyr, sans oublier bien sûr la rubrique prière. L'appel au lecteur est bien évidemment constant. Le magazine Inspire fait la promotion du djihad open source. Il encourage tout un chacun à perpétrer des attaques solo en utilisant pour armes des objets de la vie quotidienne. Il invite aussi ses lecteurs à participer à sa rédaction en envoyant articles, commentaires et suggestions. Ces dernières années, ce magazine est devenu un outil important pour le recrutement, l'information et la motivation de ces self-made djihadistes. Il n'est pas facile d'estimer le pourcentage de lecteurs qui passent réellement à l'acte. Le plus célèbre d'entre eux, les frères Tsarnaev, à l'origine de l'attentat du marathon de Boston en 2013. Le procureur du procès à leur rencontre a admis qu'ils ont appris à assembler des bombes en lisant Inspire. Une preuve bien réelle que le magazine n'est ni un canular, ni une mauvaise blague. Juste une propagande ahurissante, libre et simple du djihadiste habillé à l'occidental. Voilà donc pour ce point particulièrement intéressant, ce qu'on peut lire donc dans ce magazine digital Inspire, on reçoit sur ce plateau Rudy Saada. Bonjour. Bonjour Nathalie. C'est la revue du web avec vous et on commence donc par l'Allemagne et ce mouvement Pegida. Oui, les masques tombent, hein, c'est ce que disent en tout cas les internautes suite à cette photo que vous avez sûrement vue de Luz Bachmann. C'est Bachmann ou Bachmann, je ne sais pas, qui est non, absolument pas, qui est donc Bachmann, le leader voilà, on voit cette photo alors qui est donc le leader de ce mouvement Pegida qui réunit depuis quelques mois plus de 25 000 personnes une fois par semaine à Dresde. Et voilà, pour les internautes, clairement, avec cette photo, le masque tombe. Il a été démissionné hier dans l'après-midi. La polémique n'a pris que quelques heures avant d'avoir sa démission. Et pour les internautes, voilà, Pegida ne se cache même plus avec cette photo. Alors pour sa défense, l'ex-leader de ces marches a déclaré que la photo a été prise à l'époque où le film satirique Il est de retour était en sortie. Il y a prescription. Voilà, alors il dit, mais en fait, cela dit, si on cherche sur Internet, et c'est ce que nous dit Le Figaro, il a tenu de nombreux propos racistes sur Internet, donc il n'y a évidemment pas de débat là-dessus, et il a démissionné immédiatement hier. On continue avec un compte Twitter particulièrement suivi, on parle à présent de piratage, il s'agit du compte Twitter du journal Le Monde. Oui, et c'est un énorme compte Twitter parce qu'il y a 3,3 millions d'abonnés qui ont vu s'afficher sur leur fil des messages signés de l'armée électronique syrienne, un collectif de hackers sous le contrôle du régime de Bachar el-Assad, notamment celui-ci, je ne suis pas Charlie mais je suis la Palestine qui se fait voler, je suis la Syrie qui se fait bombarder, ou encore celui-ci, l'armée syrienne condamne le terrorisme en France mais Le Monde et le gouvernement français soutiennent le terrorisme en Syrie. Alors ce piratage intervient dans un contexte tendu de cyberguerre entre des sites de mairie piratés ou des sites d'administration piratés en France par des sympathisants de Daesh, et aussi d'un autre côté les mesures drastiques annoncées par Bernard Cazeneuve pour le contrôle et la lutte contre la cybercriminalité. Alors d'ailleurs dans la journée de dimanche, une attaque similaire avait été déjà déjouée pour Le Monde l'a annoncé, toujours en venant de cette armée syrienne libre, électronique syrienne. Le compte a été suspendu dans la nuit de mardi à mercredi, Le Monde a repris le contrôle de son compte. Donc voilà, c'est une attaque qui venait de chez Bachar el-Assad. On a beaucoup parlé de la lutte contre le djihadisme via les réseaux sociaux, de façon proactive et non pas seulement réactive. En tout cas, la fausse information cette fois, c'est ce que le réseau social Facebook a décidé de combattre. Oui, c'est effectivement une sorte de
gros problème sur Internet et je vais vous expliquer pourquoi. La chasse aux hoax est lancée mardi sur son blog officiel. La direction de Facebook a relayé des remarques de ses utilisateurs lassés de voir de la fausse information arriver sur leur page Facebook et donc de réagir. Alors comment? En utilisant le signalement des internautes. En clair, si les internautes signalent un lien vers une information fausse, vous savez, il y en a beaucoup sur Facebook, et bien les futures publications apparaîtront de moins en moins. Est-ce que vous avez compris? Non. Pas du tout. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de liens vers de fausses informations sur votre page Facebook. D'accord. Et donc Facebook, pour lutter contre ça, a donc décidé, à chaque fois qu'une fausse information est signalée par les utilisateurs, eh bien, de sanctionner l'utilisateur et de moins faire apparaître ces informations pour pouvoir lutter contre eux. Même si on partage. Justement, vous pouvez partager, mais si par je contre... partage une fausse information, oui, mais si je suis coupable. Mais justement, parce que c'est exponentiel, ça, du coup. C'est chacun qui partage va... Mais si l'information est fausse, eh bien, ça ne va pas... On ne va pas vous interdire de partager quelque chose de faux, mais par contre, on va ne pas le faire apparaître sur les feeds de vos amis. Et il y en a beaucoup des fausses informations. Il y en a énormément, et puis c'est important, d'autant plus que Facebook est l'une des principales sources de redirection vers les sites traditionnels d'infos, avant même, et on l'a dit souvent, les experts le disent, de devenir dans les années à venir le média principal d'information pour les internautes du monde. C'est en tout cas ce que Facebook veut devenir. Donc c'est pour ça qu'ils doivent, avant de passer à cette phase-là, et on le sait que ça va arriver, ils doivent d'abord faire le tri. Ah oui, parce qu'on l'a vu. Mais est-ce que ce sont des sites normaux? Ce sont des informations, ce sont des liens vers des sites Alors vous avez normaux? des sites parodiques comme le Gorafi, etc. Mais là, c'est de l'humour, donc on comprend. Mais par contre, vous avez beaucoup de hoax, de faux sites, de trucs extraordinaires, d'animaux retrouvés, etc. Enfin, il y a énormément de fausses informations qui sont relayées. Il faut faire la part des choses. Alors, on continue à parler de piratage et justement le classement des 25 mots de passe les plus piratés. Oui. Ça vient d'être publié. Oui, par la société Splash Data qui est spécialisée dans la gestion des mots de passe. Et bien justement, elle vient de publier la liste annuelle des 25 mots de passe les plus couramment volés. Alors voici le palmarès des mots à éviter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment. Password, numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Vous êtes en train de donner tous les mots de passe d'évoquer la grue. Non, bah voilà, non, mais c'est attention parce qu'à noter que le 21e mot de passe, par exemple, c'est Superman. Donc petit conseil, sachez alterner les chiffres et les lettres et autant de fois que possible, et surtout de le changer de temps en temps. Et il faut être prudent car Wonder Woman, Spider-Man. Voilà, non, mais mettez quelque chose de très perso et surtout savez. changer des chiffres. Et en tout cas, cette société nous rappelle que pour l'instant, les gens ne sont pas du tout, ne font pas trop attention à leur sécurité sur Internet, alors que beaucoup d'informations sont partagées. C'est le message de Rudy Saada ce matin. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Mais c'est la fin de ce morning. L'information qui continue sur i24news.tv à suivre. Un tout nouveau journal également présenté par Julien Baloul ce matin. Il vous retrouvera demain matin pour la présentation du morning. Excellente journée à vous.